France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite. Bonjour Medjahed, comment tu vas? Ça va bien, bonjour Linda. Ça va? Écoute, ça va très très bien. Et toi depuis Orléans hier où vous étiez? Super, en tout cas je les embrasse très très fort. Il paraît que t'as fait une d'Orléans. conférence de folie. Vraiment ils sont super C'est nos vrai auditeurs d'Orléans. Tant mieux. Un très bon public et vraiment des gens agréables. On les génial. salue. Moi je suis vraiment ravie de rencontrer à chaque fois les auditeurs des différentes villes. Oui. Et j'espère pouvoir aller dans d'autres villes aussi, avoir j'espère cette bien. occasion. Avec grand plaisir, je te le souhaite du fond du cœur en tout cas. Merci. Alors aujourd'hui au sommaire, nous recevrons Emmanuel Desfourneaux, qui est conseiller diplomatique, cofondateur de l'Institut des cultures afro-européennes à Paris, responsable du think tank, excusez-moi l'accent, on s'est moqué tout à l'heure, mais bon, on a cru que je parlais en asiatique, think tank, ICAEP, UNESCO, pour une Afrique plus forte à l'UNESCO, dont la présidente est Madame Kadi Ndiaye, qui est donc pour l'interculturalité. Donc on parlera de la place de l'Afrique dans la vision européenne, mondiale aussi, pourquoi pas avec Emmanuel. Nous recevrons ensuite Madame Aoufi Souad. Alors son histoire m'a énormément émue. C'est une maman. Voilà, c'est une maman qui vient du Sud d'ailleurs, spécialement pour cette émission. Et c'est une maman désespérée qui se bat pour récupérer sa fille qui s'est radicalisée. Alors, on entend beaucoup radicalisé dans tout ce qui est islamisme et tout, mais là, c'est radicalisé, mais anti-musulman. C'est fou, hein? Anti-musulman, anti-africain, anti-juif. Eh oui, oui. D'accord. Et qui vit donc chez son père actuellement. Et cette maman, elle viendra nous raconter son histoire pour prévenir et faire attention aux enfants, justement, à l'importance d'être à l'écoute de l'enfant et des dangers aussi, des dérives que peuvent avoir nos enfants, surtout à un âge comme l'adolescence où ils sont très fragilisés. Voilà, donc son histoire m'a énormément touchée, et comme c'est une émission qui a le but de faire connaître les histoires de chacun, eh bien on lui donnera la parole. Alors pour tous ceux qui veulent participer à l'émission, poser des questions aussi à nos différents intervenants, un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Et tout de suite place à notre invité Emmanuel Desfourneaux, conseiller diplomatique, cofondateur de l'Institut des cultures afro-européennes à Paris, responsable du think tank ICAEP UNESCO pour une Afrique plus forte à l'UNESCO. Bonjour Emmanuel Desfourneaux. Bonjour. Je vous fais rire avec mon accent, Bah oui. Vous savez, moi non plus, j'ai pas forcément un très bon accent, mais bon, c'est vrai que là, on avait quand même une version un peu chinoise du think tank. Ah, mais j'ai du sang asiatique. Ah ça doit être ça, ouais. Alors, ça veut dire quoi, think tank? Think tank, en réalité, ça vient des pays anglo-saxons, mais en particulier des États-Unis. Ce sont, si vous voulez, des structures qui sont appelées précisément à axer leurs réflexions et à trouver des réponses assez concrètes pour qu'on puisse ensuite faire du lobbying et la mener vers des lois. Think tank, c'est du lobbying. C'est du lobbying. Vous en avez par exemple en France, qui est très connu, c'est Terra Nova, qui est un think tank plutôt progressiste et de gauche. C'est là d'ailleurs où il y a pas mal de membres de l'équipe de Macron qui se sont connus d'ailleurs dans le cadre de ce think tank. Et on essaye donc de réfléchir sur des problématiques et puis de trouver des solutions concrètes et simples pour les amener vers des lois. Voilà. Donc c'est influencer, c'est être un influenceur, un think tank. En fait, think, penser. Oui, exactement. Ça, on amène, et puis, tank, réservoir, si vous voulez, une boîte à idées. Voilà. D'accord, une si boîte vous à voulez, idées. ouais, Okay. Exactement, si vous voulez avoir la traduction ouais, plutôt française. Super. Au moins, j'aurais appris quelque chose. On apprend tous les jours de tout le monde d'ailleurs. Alors, donc vous faites partie de l'association ICAEP. Alors, ICAEP, ça veut dire quoi? Alors, vous l'avez dit, Institut de la culture afro-européenne
à Paris. D'accord. Voilà. On existe depuis quasiment 5 ans. On a un statut privilégié avec l'UNESCO, puisqu'on a été reconnu donc officiellement comme étant un partenaire particulier de l'UNESCO, comme d'autres ONG. On est à peu près 400 ONG dans le monde à être rattachés officiellement à cette agence onusienne. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire partie de cette association? Parce que j'ai, si vous voulez, un lien particulier avec le continent africain. Dans un premier temps avec, c'est vrai, l'Afrique du Nord, puisque je suis lié un peu au Maroc, avec un père né à Fès, ensuite un frère né à Rabat. Je devais naître à Rabat, mais le destin en a décidé autrement. Donc je suis plutôt né plus simplement en France. Mais on avait toujours, si vous voulez, dans notre enfance, des liens avec le Maroc, donc pied noir. Et puis ensuite, j'ai fait des études de droit de l'homme à Strasbourg et j'ai eu l'occasion de travailler notamment à la présidence du Sénégal. Et là, je me suis davantage spécialisé sur les questions subsahariennes, tant dans le domaine des droits de l'homme que dans la question de développement. Après, j'ai été au Conseil général des Hauts-de-Seine où là, je me suis spécialisé dans la coopération décentralisée. Et après, grâce notamment à cette ONG, je me suis intéressé davantage à l'UNESCO et aux questions interculturelles qui, je pense, sont forcément importantes et même d'avenir au regard de ce qui se passe aujourd'hui, tant en France et dans le monde en général. Alors, d'où vient votre amour? Bon, vous avez dit en partie de l'Afrique du Nord, mais votre amour pour toute l'Afrique? Parce que là, vous œuvrez pour toute l'Afrique. Oui, alors c'est vrai, si vous voulez, généralement on a 3 axes essentiels dans notre association. C'est tout ce qui relève de l'identité, du développement et de la place de l'Afrique sur la scène internationale. Sur la question d'identité, c'est vrai qu'on s'intéresse essentiellement à la citoyenneté positive, c'est-à-dire des membres issus de la diaspora africaine, leur faire, parce que c'est pas simple, si vous voulez, quand on vit avec cette interculturalité, c'est de leur faire comprendre comment on peut utiliser finalement le métissage culturel de façon positive et pas créer précisément cette diaspora que l'on a qualifiée aux États-Unis de terroriste lorsque ce sont des membres qui ont quitté l'Europe, notamment pour la Syrie, qui reviennent, si vous voulez, en France et qui se retournent contre des membres de leur propre communauté. Et l'apprentissage de l'interculturalité, c'est pas chose aisée. Parce qu'on peut facilement évidemment trouver des aspects négatifs dans les sociétés européennes, les utiliser et puis essayer d'aller chercher quelque chose dans ces pays d'origine ou en tous les cas de pays d'origine de ses parents et des grands-parents, trouver toujours des aspects qui, dans la colonisation, dans l'esclavage, etc. Ça, je dirais que l'histoire elle peut pas mal nous fournir dans ce domaine-là et le retourner contre une part finalement de sa culture, puisque elle est faite d'hybridité et je trouve que c'est assez dommage. C'est pour ça qu'à travers nos livrets pédagogiques, on essaye plutôt d'inciter ces jeunes issus d'immigration à comprendre ce qu'est ce métissage culturel et comment l'utiliser de façon positive. Donc ça, c'est notre premier aspect. Après, on a aussi un deuxième aspect identitaire, et là, c'est surtout vis-à-vis des pays d'Afrique subsaharienne. C'est ce que j'ai appelé la clause Anti-Diop. Ça vise, si vous voulez, au niveau notamment des visas, inciter les États africains à y glisser un engagement du respect des valeurs africaines et de l'accompagner. Là, on est en train de le mettre en route d'un carnet, d'un guide visa qui apprend aussi aux Européens, lorsqu'ils débarquent en Afrique, à être sensibilisés sur la culture de l'autre. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Moi qui avais organisé un séminaire, notamment à des entreprises françaises sur l'interculturalité ici à Paris, où j'avais fait venir un professeur camerounais avec le groupe Accor, etc. Et je peux vous assurer qu'ils en savaient plus que le professeur camerounais. Parce que ils ont leur propre vision, qui est née notamment des préjugés issus de la colonisation, etc. Ils projettent aussi une Afrique telle qu'il arriverait. Elle n'a pas de passé, alors que pourtant, lorsqu'ils vont au Japon, en Chine, ils sont très préoccupés, si vous voulez, des différences culturelles. Ils les respectent. Quand c'est l'Afrique, je sais pas. On a l'impression qu'ils sont chez eux d'une certaine manière. Comment on peut
expliquer ça justement à cause de la colonisation, encore une fois, de cette vision. Ouais, moi je pense que ça vient essentiellement de cette histoire. C'est pour ça qu'il faut pas faire fi de l'histoire comme certains souhaiteraient nous inviter parmi les politiques. Je pense à Fillon, je pense à Madame Le Pen et autres. Je pense qu'au contraire, il faut avoir un regard objectif. Ce qu'avait commencé d'ailleurs le candidat finaliste, Monsieur Macron, quand il s'est rendu en Algérie, quand il a fait les premiers pas, même si ça a été difficile pour lui d'aller jusqu'au fond de sa logique sur la question de crimes contre l'humanité. D'ailleurs, je pense que c'est pas à la France de faire cet examen, c'est à l'Afrique de s'approprier de ces questions-là, à travers ses historiens, à travers les disciplines de sciences humaines, et à se poser la question au regard des crimes éventuellement qui ont été commis pendant cette période coloniale. Mais on peut évidemment remonter même à la question de l'esclavage pour, en tous les cas, les pays donc de l'Afrique noire, et de s'emparer donc de cette question et finalement, s'il le juge utile, de conclure que c'est effectivement un crime contre l'humanité, de le faire reconnaître. C'est ça, c'est au niveau international. La reconnaissance de la colonisation afin de guérir les blessures, parce que ces blessures-là, malheureusement, font partie aussi d'une mémoire transgénérationnelle qui a été transmise à des générations et des générations de jeunes qui, au jour d'aujourd'hui, ces jeunes sont dans une colère. Ces jeunes sont il y a eu une transmission des parents, des grands-parents, et donc, comme il n'y a pas eu de reconnaissance, justement, de l'esclavage, de la reconnaissance de la colonisation, eh bien, il y a un mal-être, et ce mal-être se transforme par des colères qui font que l'individu va être dans la dualité et dans le rejet. C'est ce que l'on voit au jour d'aujourd'hui. Tout à fait, je partage votre avis et votre analyse, et effectivement c'est nécessaire que cette approche, si vous voulez, analytique du passé soit faite. Alors après, il faut qu'on puisse aussi aboutir non pas à cette dualité qui consiste que quand on reconnaît évidemment un crime contre l'humanité, à pardonner. Il faut effectivement aboutir à cela, parce que sinon on n'avance pas. Et puis on ne peut pas accuser non plus, on va dire, cette nouvelle génération-là. Non, il faut pas lui faire peser ça. Des erreurs ou expériences, j'aime pas le mot erreur, mais des expériences, qu'elles soient négatives ou positives, des expériences du passé de nos ancêtres. Tout à fait. Non, mais c'est pour ça que la visite de Macron était intéressante, parce que lui il représente une nouvelle génération, et je pense que si tous les jeunes aujourd'hui africains qui constituent la grande majorité de la population africaine, ils veulent aussi sans doute sortir de cette dualité, mais il faut faire cet examen qui, je pense, est utile et nécessaire. Je sais que ça sera difficile du côté français avec la montée notamment du populisme, mais précisément il faut pas attendre de la France j'allais dire une réaction. Il faut que ça soit l'Afrique qui puisse s'approprier de cette question. Moi, ça me paraît fondamental, et je le dis. Et si la France doit faire quelque chose, je pense qu'elle doit précisément dans sa politique, sa nouvelle politique africaine, là, qui doit, à mon avis, suivre dans les 5 ans à venir, c'est insister sur cette intelligence relationnelle. C'est-à-dire l'intelligence de la relation. On est plus dans la psychologie. Pourquoi Madame Le Pen aujourd'hui est entendue en Afrique, c'est qu'elle parle d'indépendance. Elle parle de renforcement d'indépendance. Et donc elle gagne finalement sur ce plan-là de la psychologie, c'est-à-dire qu'elle attire vers elle pas mal d'Africains. Je pense essentiellement sur l'Afrique subsaharienne, mais si je connais pas très bien l'Afrique du Nord, je suis persuadé, pour avoir regardé quelques pages sur Facebook, notamment en Tunisie, le fait que par exemple s'installe le boulanger Paul, j'ai vu que ça avait fait quelques grimaces. Bon, pour ma part, voilà, je pense, si vous voulez, que. Mais je pense, excusez-moi de vous couper, c'est l'écoute aussi. Ils ont besoin d'être écoutés. Tout à fait. Parce que ils ont l'impression, ne serait-ce que quand on voit en France, on a plus l'expérience de la France, ces jeunes qui se sentent rejetés. À la fois, ils se sentent rejetés par le pays, ils sont français. Ils sont rejetés par la France qu'ils aiment, qu'ils chérissent, et ils sont rejetés aussi lorsqu'ils sont, par exemple, quand ils vont dans leur pays d'origine. Oui. Alors ils ne savent pas, ils sont perdus. C'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut absolument crever l'abcès. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes ensuite, pour ces questions-là, voilà. et passer, si vous voulez, à une étape. Mais on ne peut pas faire fi de cette question-là, parce qu'effectivement, d'ailleurs, on parle des Sénégalais de l'extérieur, on parle des Maliens de l'extérieur. Il y a toujours, si vous voulez, un élément d'extranéité pour définir ces membres issus de la diaspora africaine. C'est vrai que le Sénégal, aujourd'hui, je crois que c'est l'un des seuls pays
pays africains qui va prendre, si vous voulez, des députés issus de la diaspora africaine. Au mois de juillet, il y aura des élections législatives, donc elle les rentre dans son système. C'est vrai que l'Union africaine a fait un effort puisque vous avez maintenant la diaspora africaine qui est reconnue comme étant 6e région de l'Afrique. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent parmi la diaspora dans le monde, que ce soit diaspora juive et autres, palestinienne et bien d'autres, chinoises, etc. Là, c'est une continuité. On inscrit effectivement l'Afrique dans le monde et on la rattache au continent mère qui est donc l'Afrique. Donc il y a effectivement cette volonté-là, mais il y a énormément de travail à faire. Et comme vous le dites si bien, c'est qu'il faut gagner la guerre psychologique. Et si le nouveau président français ce soir n'arrive pas, si vous voulez, à mettre ça en avant, la politique africaine, ce sera toujours la même, c'est-à-dire celle qui sera gérée en bon père de famille avec l'Agence française de développement et d'autres institutions d'État, et puis on gérera, on y amènera nos entreprises, etc. Et puis rien ne changera au final, et c'est regrettable. Donc quand je vois par exemple Macron qui a été interrogé à Jeune Afrique et qui nous dit voilà, alors moi pour l'Afrique j'ai ça, j'ai la thématique du genre, j'ai les PMI, etc. Oui, bon, j'allais dire, on a déjà entendu cela. Je veux dire, c'est pas une nouveauté, quoi. Moi, la grande nouveauté que j'aimerais entendre, c'est que je vais effectivement, vous l'avez dit, c'est fondamental, écouter l'autre. C'est ça, bien sûr. Et la reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'écoute. Voilà, l'être humain, il a besoin de quoi? Il a besoin d'écoute, il a besoin de reconnaissance, et il a besoin justement de cicatriser le passé. Enfin, on ne peut pas commencer de belles choses si on reste sur le passé. Il faut guérir le passé et il faut pardonner le passé. Et pour ça, il faut il y ait reconnaissance. Et ça, c'est important. On va revenir, c'est super intéressant tout ça. Donc, on va revenir justement pour parler précisément des objectifs de cette association. Et je pense que vous en avez dit pas mal quand même. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre invité Emmanuel Desfourneaux, qui est conseiller diplomatique, cofondateur de l'Institut des cultures afro-européennes à Paris. Alors, on parlait justement de la reconnaissance de l'Afrique, que les Africains ont besoin d'écoute, d'être écoutés, d'être entendus. Qu'on entende leurs revendications, ça c'est important, hein. Donc cette association dont vous faites partie a des objectifs. Quels sont ces objectifs? Alors les objectifs, on vient d'en aborder un. D'accord, ouais. C'est de permettre tout d'abord à ce concept afro-européen d'être reconnu. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est très compliqué lorsque vous l'opposez finalement à son frère, entre guillemets, qui est le concept afro-américain. Lui dispose d'une reconnaissance. Il y a même des fondations extrêmement importantes. Je pense à la fondation Sullivan. Aujourd'hui a été inaugurée, il me semble, il y a l'année dernière, lors de la fin du règne d'Obama, donc le musée de l'histoire et de la culture afro-américaine. Donc ils arrivent, si vous voulez, à se rassembler autour d'une seule et unique histoire et culture. Le cas de la diaspora africaine, elle est totalement divisée. D'ailleurs, le concept d'afro-européen n'a pas encore de reconnaissance officielle. Moi, je parle de la culture, d'ailleurs, afro-européenne. Certains parleront des cultures, parce que ils ont une approche par pays. Et puis quand on parle de diaspora africaine, est-ce que l'on parle seulement de la diaspora subsaharienne, de la diaspora de l'Afrique du Nord? Là aussi, c'est extrêmement complexe d'unir cette Afrique. Il n'y a pas aussi en France, comme c'était souhaité notamment par la charte de la renaissance culturelle de l'Union africaine, une maison d'Afrique. Vous avez la maison du Japon, vous avez alors certes le musée de Quai Branly, mais ça c'est les Français, je dirais. Là c'est l'Union africaine qui invite partout où il y a une diaspora africaine significative, je crois que c'est l'article 33, invite à la création de maisons africaines. Moi je me bats depuis de nombreuses années pour que l'on inscrive, notamment dans les programmes politiques, la création de cette maison d'Afrique qui précisément permettrait à la diaspora d'avoir une meilleure visibilité et permettrait ensuite aux autorités européennes de pouvoir s'adresser directement. Pourquoi? Parce que finalement elle est extrêmement divisée, et puis elle n'est pas toujours professionnelle, cette diaspora
africaine, mais c'est pas de sa faute. Il lui faut de la formation, etc. Et cette Maison d'Afrique pourrait précisément être utilisée pour être un interlocuteur des autorités européennes. Donc il y a beaucoup de travail en ce sens à faire. Ça, c'est le premier objectif. Donc affirmer, si vous voulez, le concept afro-européen. Ensuite, notre deuxième objectif, c'est évidemment, vous aviez parlé d'émergence de l'Afrique, c'est de l'accompagner cette émergence. Je préfère d'ailleurs que le développement. Certains contestent énormément cette notion-là. Je préfère l'émergence. Encore quoique, la renaissance africaine. Et là, on intervient notamment, on a déjà créé des terrains multisports à proximité d'écoles primaires. Et puis, l'on a fait aussi, enfin, on est en train de mettre en place des bus santé. C'est-à-dire des bus santé qui peuvent se déplacer dans des zones rurales et donc rapprocher, si vous voulez, la santé de villageois. Voilà donc ça c'est en ce qui concerne le volet du développement. Et puis notre troisième objectif, c'est évidemment la place de l'Afrique sur la scène internationale. Alors là, on est davantage dans la diplomatie, mais je pense que c'est important aussi. C'est de faire en sorte que on puisse, si vous voulez, notamment au niveau de l'UNESCO, et ça pour moi c'est très important, on puisse être mieux représenté. Par exemple, sur les 400 ONG qui sont présentes à l'UNESCO, il y en a à peine 10. Il y en a à peine 10 qui sont issus de l'Afrique, d'accord? Et il faut vraiment... Donc, l'Afrique globale, hein. Oui, l'Afrique globale. Alors, je n'ai pas l'Afrique du Nord. Je mets entre parenthèses. J'ai pas été chercher, mais à mon avis, il y en a pas énormément. Donc, allez, on va multiplier par un ratio 3. Sur les 400. Ouais, sur les 400. Même 10. Imaginons qu'il y en ait entre 10, 20, 30. Ouais, c'est vraiment beaucoup. trop peu représenté au regard de l'importance, si vous voulez, du continent africain. Et surtout, sachant que la priorité Afrique est dans le programme de l'UNESCO et que franchement l'Afrique est au cœur de l'UNESCO. Donc lorsque vous avez la société civile qui est sous-représentée, ça me paraît pas normal. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer ce think tank UNESCO qui puisse regrouper les forces vives issues de l'Afrique et qu'on puisse être un influenceur. Alors j'ai essayé de regrouper il y a quelques années les délégations africaines, mais elles sont extrêmement divisées. Ce sont les États, ils ont leur façon de penser. Mettons-les de côté. Je pense que la société civile a beaucoup plus de choses à dire et des choses extrêmement intéressantes. C'est pour ça que créer un think tank et qui puisse être un influenceur, et sachant qu'aussi on a au niveau de l'UNESCO un organe qui est dédié précisément aux ONG qui s'appelle le comité de liaison, où ce sont toujours les mêmes, toujours des Européens qui président. Eh bien mon idée c'est qu'un jour il y ait un Africain qui puisse présider, si vous voulez, cette structure donc comité de liaison, et qui puisse la faire avancer, parce que je souhaiterais aussi que à l'UNESCO la dimension de la société civile soit plus forte. Aujourd'hui elle est trop écrasée par les États, par les intérêts des États, par leur division géopolitique sur la question palestinienne, etc. Ce qui fait que l'UNESCO, au regard pourtant de ses missions ô combien fondamentales pour le monde, eh bien, je la trouve malheureusement pas assez active. Et je pense que la société civile a un rôle fondamental à jouer, et qu'elle puisse prendre le relais parfois des États sur des questions comme l'éducation pour tous, et sur la liberté d'expression, etc. Donc ça me paraît fondamental, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que là, Emmanuel, vous avez mis le point sur quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire la relation entre tous les Africains, déjà les États africains. Il faut déjà commencer aussi par là, cette relation-là, parce que malheureusement, nous vivons une société, depuis des années, de séparation. Donc cette société de séparation a fait que les individus au sein même d'un même continent ne se connaissent pas. C'est un peu comme vous allez prendre des individus de communautés différentes, eh bien ils entendent des choses qui ne sont pas vraies la plupart du temps, mais ils vont vivre sur des peurs, des conditionnements, et donc ils ne vont pas aller vers l'autre. Donc là, il faudrait favoriser justement le contact entre ces États, entre ces hommes d'État, entre ces peuples, parce que ce sont des peuples, et je pense que justement la paix peut venir des peuples, puisque dans ces peuples, vous avez des femmes, vous avez des jeunes, vous avez des hommes qui veulent avancer vers ce cheminement de paix, qui veulent aller vers cette reconnaissance. Quand on voit que justement l'Afrique est un pays qui est rempli de richesses. Un continent, oui. Le continent rempli de richesses, exact, un continent. Et ben,
on se dit mais ça devrait être un continent riche, mais en fait ça ne l'est pas. Donc là aussi c'est pareil, là aussi il y a des choses permettre justement à tous ces peuples du continent africain de pouvoir exploiter leurs richesses, de pouvoir grâce à cette exploitation permettre de relancer l'économie de chacun, d'apporter du travail à chacun, parce que ce travail va permettre de redonner une reconnaissance sociale, une reconnaissance économique, une reconnaissance de l'être humain. Je pense que c'est important. Oui, non, mais je crois que c'est fondamental. Bon, les États se rencontrent à travers l'Union africaine. Ensuite, vous avez aussi des structures régionales telles que la CEDEAO, etc. Donc, les chefs d'État se connaissent. C'est vrai que parfois, après, ils peuvent être divisés sur des questions africaines. On l'a bien vu sur la question de la Libye. Bah oui. C'en est un exemple assez frappant où finalement l'Union africaine n'a pas eu son mot à dire sur la guerre qui a été menée en Libye. Donc là, effectivement, il faut qu'elle s'affirme davantage, cette Union africaine. Ça, c'est extrêmement vital pour le devenir de l'Afrique, d'un point de vue institutionnel et étatique, sur la scène internationale. En ce qui concerne les peuples, oui, je pense qu'il y a quand même une certaine cassure entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. C'est vrai que, par exemple, pour prendre le cas du Maroc, Mohamed VI s'intéresse aujourd'hui beaucoup à l'Afrique subsaharienne pour des raisons économiques. Il a compris peut-être que l'avenir de l'Afrique du Nord et donc du Maghreb en général, c'est peut-être pas le Nord, mais c'est peut-être son Sud. Et ça, je pense qu'effectivement, il conquiert des parts de marché assez importantes. Je pense au Sénégal, je pense en Côte d'Ivoire. Donc là, on peut effectivement rassembler l'Afrique à ce niveau-là. Par contre, là où je mettrais un petit bémol, c'est sur la question de la CAN. Vous avez par exemple le Sénégal qui a affronté la Tunisie, je crois que je me trompe pas, et il y a eu, lorsque le Sénégal a gagné, quelques réflexions assez racistes sur les réseaux sociaux de la part de certains Tunisiens. Alors c'est une minorité, disons-le clairement, mais il faut quand même le souligner, puisque là on parle d'amour, on parle d'unité, vous savez Emmanuel, et on en revient sur des cris de singe. Ouais. C'est-à-dire ce que je condamne absolument ici en France lorsque cela se passe, et ça me met hors de moi lorsque des Français, des Corses ou d'autres régions le font vis-à-vis de joueurs noirs. Je ne le supporte pas. Là dernièrement, je crois que c'est ce week-end, c'est un Marocain qui a été victime encore de racisme, un défenseur de la Juventus du Turin. On a dit ouais, ce Marocain de merde, etc. Bon, je crois qu'il faut condamner, si vous voulez, cette forme de racisme. Et de grâce, je pense que notamment les Maghrébins qui ont de la famille ici, qui savent ce que c'est le racisme, la difficulté finalement d'être rejeté par l'autre, ça je ne saurais l'accepter, que l'on ne puisse pas s'enrichir des expériences de sa famille, de là-bas, pour se dire non, moi, je ne vais pas non plus faire ce même type de propos à l'égard finalement de mon frère, c'est-à-dire de celui qui habite le même continent que moi, et qui partage très souvent les mêmes valeurs que moi, qui partage la même histoire que moi, enfin en tous les cas une partie de l'histoire qui a été la colonisation, et ça je le regrette. Voilà. On va revenir après la pub, mais c'est très intéressant parce que vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parlez bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Emmanuel Desfourneaux, qui est conseiller diplomatique et cofondateur de l'Institut des cultures afro-européennes à Paris. Ça chauffe. On parle donc de l'Afrique. Et c'est vrai, Emmanuel, vous avez mis le point sur quelque chose d'essentiel. Il faut arrêter d'être dans les non-dits. Il faut dire les choses. Il faut s'exprimer, pas d'une manière justement violente ou pour brusquer les choses, mais au contraire pour casser ces non-dits qui polluent à chaque fois et qui font que malheureusement ça sépare les individus à chaque fois. Et là, ça nous amène à une prise de conscience. Faut arrêter de juger l'autre, d'être raciste. Et c'est vrai que là, ça vous a énormément touché. Et là, on l'a vu, que vous êtes contre ce racisme, que ce soit du racisme contre les Blancs, du racisme contre les Noirs, du racisme contre les Arabes, du racisme contre tout le monde, quoi. Et ça, c'est important, je crois. Pardon ? C'est important, justement, de... Vous entendez bien ? Très peu. Ah, mais Jahed. Oui. Ça, c'est le technicien, il sabote, là. Ah, il fait exprès, ouais. Montre-lui son volume. Montre-lui bon, voir le volume du casque, voir si... Ouais, c'est bon. C'est bon. Ça s'est amélioré. C'est bon. Voilà. Donc oui, sur cette question, justement, du racisme...
ça vous touche énormément. Oui, bah. Avant même, j'allais dire, m'intéresser à la question africaine, j'ai toujours été évidemment sensible sur ces questions-là, puisque lorsque j'ai décidé notamment de m'intéresser aux droits de l'homme, aux droits comparés des droits de l'homme, d'ailleurs mon mémoire portait sur le droit à la sûreté des Européens par rapport aux lois de Pasqua et de Debré, donc évidemment on m'avait déconseillé d'aller vers cette filière des droits de l'homme. J'étais à Strasbourg, il y avait le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai toujours été passionné par ces questions-là, et je le reste encore. Sur la question évidemment du racisme, oui, je le condamne. Par contre, j'aime pas trop l'expression du racisme anti-blanc que certains essaieraient, si vous voulez, de faire surmonter comme ça pour pouvoir l'opposer au racisme anti-noir ou anti-islam. Je pense que c'est pas la même connotation. Il faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, c'est pour ça que d'accord, on peut connaître effectivement une certaine forme de racisme, notamment en Afrique, lorsqu'on est un blanc, mais il faut l'isoler. Il faut pas lui donner non plus l'importance qu'il n'a pas, historiquement, institutionnellement, culturellement, économiquement. On peut pas le placer au même niveau que le racisme anti-noir, le racisme anti-islam. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que je veux même pas en parler. Lorsque je parle de racisme, je parle essentiellement du racisme anti-noir et anti-islam et anti-maghrébin, puisque c'est le cas, quoi. Voilà. Justement, qu'est-ce que vous pensez, vous, j'en profite, vous êtes une richesse à vous tout seul là. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vit cette société au jour d'aujourd'hui, où malheureusement des individus se déchirent à cause des élections? Ils se sont insultés, vous voyez, donc sur les réseaux, même des amis, la famille. C'est hallucinant comment ces élections, l'atmosphère de ces élections ont réussi à conditionner le mental humain pour déchirer les liens sociaux. Donc qu'est-ce qui a amené à ça? Alors ça, c'est mon analyse, mais je pense que pas mal la partagent. Bon, il y a évidemment la question du terrorisme qui est là, même si je pense que il faut quand même saluer la France. Elle n'a pas, j'allais dire, été vers une guerre civile. Dans d'autres pays, ma femme le faisait valoir. Je crois que dans d'autres pays, notamment africains, on n'aurait pas réagi de cette manière-là. Donc il faut quand même saluer aussi, parce que j'entendais dire des amis africains, là-bas, je me rends pas en France, il y a trop de racisme, etc. Il y en a, mais bon, il y a aussi un état de droit, si vous voulez. Il est possible aussi de faire valoir la loi contre des gens qui n'auraient pas, qui auraient fait preuve de racisme. Mais pour reprendre votre question, il y a évidemment la crise économique. Ça me paraît évidemment être une cause. Et puis je crois qu'il y a la crise identitaire. Aujourd'hui, on a une France qui est perdue évidemment dans une Europe, dans une mondialisation, et que certains, si vous voulez, au lieu de dire quelle est la place, la valeur ajoutée de la France par rapport à la mondialisation, qu'est-ce qu'elle peut apporter à cette mondialisation. Et elle peut apporter beaucoup en termes de rayonnement culturel, intellectuel et autres. Eh bien, certains en profitent pour finalement la diviser, et notamment sur cette présence africaine en Europe, à travers les Maghrébins, à travers les subsahariens. Et voilà. Et malheureusement, je pense que le racisme était, j'allais dire, chez certains Français, présent bien avant le terrorisme. Moi, vous savez, j'ai travaillé sur les livrets pédagogiques il y a plus de 5 ans, c'est-à-dire même avant les attentats, et je relisais quelques phrases que j'avais faites, et je prévenais attention du danger précisément de la division française. Donc, et moi je l'ai assisté aussi au sein de ma propre famille. Je me déchire avec ma famille aussi sur ces questions-là. D'ailleurs, je leur parle plus. Donc c'est pour vous dire que ça va même au-delà de ça. Mais simplement pour vous dire que oui, je pense que il y avait déjà cette division identitaire chez certains Français, et que le terrorisme, la crise économique a facilité pour certains eh bien le fait de l'affirmer de façon plus facile. Je rappelle quand même que le Front National a doublé son score au premier tour, que là il s'apprête encore à améliorer son score au second tour. Donc à chaque élection, qu'elle soit intermédiaire ou présidentielle, le Front National n'a de cesse
cesse d'augmenter son audience vis-à-vis de l'électorat français. On peut s'en inquiéter. J'espère que ça va s'arrêter. Je pense que ça ne peut s'arrêter que si précisément on a un président qui a cette capacité, eh bien, tout simplement à rassembler les Français. Alors, il suffit pas de le dire, parce que c'est finalement une expression assez générique. Et il faut trouver, j'allais dire, les moyens de le faire. Concrètement. Oui, concrètement. Sur le terrain. Mais concrètement, sur le terrain. Il y a la question, évidemment, du chômage qui se pose. Il y a la question de la banlieue. Arrêtons de stigmatiser la banlieue et simplement essayons de la positiver. Je pense qu'il y a quelque chose Parce qu'il y a beaucoup de richesses. Mais il y a beaucoup de richesses, on le répète, hein. Je l'invente pas malheureusement, beaucoup l'ont déjà dit avant et le diront sans doute après moi, mais malheureusement on passe toujours à côté de cette richesse. Il suffit simplement de mettre en avant un fait divers et de vouloir diviser les Français. Moi je pense par contre, c'est intéressant ce que disait Macron, c'est de s'appuyer sur cette diaspora africaine. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a de la richesse, qu'il y a de la compétence au sein de cette diaspora. Alors certains n'aimeront pas le terme diaspora africaine, puisque ils disent tiens, diaspora africaine, on donne un élément d'extranéité. Alors je vais dire ces Français qui sont d'ascendance africaine, voilà. Je pense que oui, on peut aller loin parce que la France à elle seule ne peut pas être dans le monde. C'est évident. Elle ne peut être dans le monde qu'à travers précisément cette présence comme la vôtre, des gens originaires du Maghreb, originaires de l'Afrique subsaharienne. C'est sur ces gens-là que l'on peut précisément un jour penser que oui, la France, c'est la voix du monde. Enfin, c'est une voix parmi tant d'autres. On n'est pas les seuls non plus, c'est évident. Mais c'est ce qui peut nous rapprocher des uns et des autres, mieux les comprendre. Et moi, je crois que oui, moi, je suis fier quand dans l'équipe de France, vous avez des gens qui sont issus de tous les milieux, et issus de partout, de différents pays. C'est ce qui me rend fier d'être cette France universelle d'une certaine manière. Moi, c'est ça que je rêve, cette France universelle. Voilà, cette France qui s'appuie sur cette diversité. Donc, j'espère que bon, j'ai pas de doute. Enfin, je m'avance peut-être un peu vite, mais bon, mais je pense que ce soir, on aura mis Marine Le Pen de côté. Et puis, j'espère surtout que là, pour les prochaines élections, on se dit allez, on avance et on oublie le Front National une fois pour toutes. Parce que évidemment, le problème c'est que ça biaise le débat démocratique. On l'a bien vu lors du dernier débat télévisuel entre les deux finalistes. On ne peut pas aboutir à une réflexion normale sur le devenir du pays avec une personne qui partage des idées extrêmes et qui finalement domine assez peu ses dossiers. Donc moi je rêve oui d'une France apaisée et qui puisse se mettre au travail et qui puisse se projeter dans l'avenir. On est au XXIe siècle. J'aimerais que les questions du passé, c'est-à-dire celles qu'on a connues dans les années 80 et où on a vu l'émergence de SOS Racisme, soient derrière nous. Voilà, j'aimerais qu'on soit vraiment unis, comme ça a été le cas lors de la Coupe du Monde. Alors, on va dire, on est des bisounours, on rêve. Eh ben oui, mais rêvons d'un monde meilleur, fort heureusement, parce que sinon pas bisounours. Être qui allons vers l'éveil des consciences. Voilà. Parce que bisounours, c'est pas pareil. Parce que bisounours, ils pensent qu'on dit amen à tout. Voilà, non, mais c'est ce que certains pourraient nous reprocher, quoi. Non, au contraire, c'est ça la vraie réalité. Être dans l'amour et dans le respect de l'autre, la tolérance, et qu'on soit unis. Et ça, c'est important, et que la France soit l'exemple pour les autres pays. Une France forte va montrer l'exemple, parce que la France a une place importante. Les autres pays nous regardent. Et donc, il est important que cette France soit rassemblée pour donner l'exemple aux autres pays. En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel. Ça passe tellement vite. On serait resté avec vous, mais bon, on a un invité. Mais vous reviendrez, j'espère, parce que c'est vraiment enrichissant Merci beaucoup. Et ça nous permet vraiment Inch'Allah, voilà, notre éveil des consciences. Et nous, on va revenir, Medjahed, après une petite pause là. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, place à notre deuxième invitée, Madame Aoufi Souad, qui est une maman qui veut récupérer sa fille. Bonjour Souad Aoufi. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous m'avez parlé justement de votre histoire qui m'a énormément touchée. Vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez absolument voulu faire cette émission? Parce qu'on a tout simplement culbuté une décision de justice afin de violer mes droits. On a donc culbuté une décision de justice du JAF qui donc me donnait la garde de mon enfant et la résidence de mon enfant. Le père n'a jamais assumé ses devoirs et ses responsabilités. Au jour d'aujourd'hui, elle se retrouve chez lui. Elle est, moi je dis qu'elle est radicalisée. Vous allez d'abord nous raconter un peu l'histoire de votre fille. Donc votre fille, elle a 18 ans. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans avec vous. Tout à fait. Donc ça se passait super bien à l'école. Tout à fait. Elle avait de bons résultats. Elle avait de bons résultats. Elle fréquentait une école privée catholique de Marseille. Elle avait des activités. Elle voyageait. C'est une petite qui s'est retrouvée à l'âge de 9 ans en National Échec France. Elle a été sélectionnée pour les 100 ans de la Provence pour le premier rôle de Mireille. Et donc, pour ses 17 ans, elle aurait dû se retrouver championne de France échec en équipe, chose que le père n'a pas permis. D'accord. Voilà. Au moment où donc il l'a prise, elle avait d'excellents résultats scolaires. Elle avait parti avec des félicitations, un deuxième très bon bulletin. Le troisième trimestre, elle est donc en chute libre dans une école dans laquelle il l'a scolarisée, on ne sait pas comment. Donc les institutions cautionnent, encouragent. Ils l'ont fait passer sous contrat en première S, de par les acquis des 2 premiers trimestres. Et donc aujourd'hui, elle est en première S, mais alors c'est des résultats plus que catastrophiques, puisque moi je récupère, enfin je reçois quand même malgré tout ces bulletins. Je reçois malgré tout des bulletins dans lesquels moi je vois donc ses résultats au bac. Donc elle est absente en sciences, français écrit 7, français oral 6, et on lui dit des résultats insuffisants, encouragement, courage. Donc c'est vraiment incohérent, il n'y a rien qui tient la route. Ensuite, un taux d'absentéisme à faire froid dans le dos, il n'y a rien de bon. J'ai saisi malgré tout une juge pour enfants à laquelle j'ai demandé une mesure éducative d'urgence. Je me suis retrouvée, moi, avec la PJJ du côté de Toulon, avec qui ça s'est très très mal passé, puisque monsieur les a orientés sur une dérive culturelle. D'accord. Comme quoi, vous la forcez à... dérive culturelle, donc je suis une maman, je sais pas, j'ai pas vraiment compris ce qu'on a voulu insinuer. En fait, si, j'ai très bien compris, puisque au départ, quand elle est partie, c'était suite à un rapport sexuel... non protégé, très rapide. Alors, c'est ça que je me pose la question. Votre fille, elle vivait chez vous jusqu'à l'âge de 17 ans, donc tout se passait bien jusqu'à 17 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle bascule et que le père vienne la chercher? Il s'est passé que le père a appris qu'un jeune juif habitait pas très loin de chez nous. Donc, pour lui, c'était l'aubaine. L'aubaine, pourquoi? Il faut savoir qu'à la base, il a été à l'origine des premiers actes, on va dire c'est lui qui a orchestré les premiers actes sexuels de ses 2 premières filles. La première, parce qu'il a 5 enfants. 5 enfants de 5 femmes différentes, reconnus. Okay. On parle pas des enfants non reconnus qui m'ont appelé, qui ont sollicité des besoins de reconnaissance que moi je ne pouvais pas apporter, puisque je ne suis pas du tout la justice. Ces femmes auraient dû, avant les 13 ans de l'enfant, lancer une procédure de reconnaissance, tout simplement. Donc moi, je n'étais pas en mesure de... Et si toutes les femmes qui pensent que cet homme est le père de leur enfant, il faut vraiment qu'elles se manifestent et qu'elles fassent quelque chose, parce qu'il a mis sa graine, je pense, partout dans la France. Vraiment. Et donc pour en revenir, à l'âge de 4 ans, sa seconde fille a subi des atteintes sexuelles. Donc c'était les enfants du voisin qui ne payaient pas leur loyer, car monsieur est rentier de très bonne fortune. Très grosse fortune, pardon. Et donc, s'amuser à demander à la petite de 4 ans d'ouvrir la bouche pour encaisser le loyer de papa. Ensuite, Ensuite, c'est sa première fille qui a 14 ans,
il a fortement insisté pour que elle passe un week-end chez elle, chose que la maman ne souhaitait pas, vu les antécédents. Et monsieur, en fait, il a orchestré une surprise qui était son petit ami qui était noir. Et il lui a payé le billet de train jusqu'en Normandie chez lui. Et la surprise, c'était que le jeune homme passe le week-end avec sa fille dans son lit. Voilà. De 14 ans? Oui, de 14 ans. Voilà, donc... et puis enfin, donc pour lui, c'est une façon d'humilier l'autre. Donc il a mis la petite, elle avait 4 ans, donc c'était un fait. Non mais à 4 ans... Ça a fini en commissariat. En fait, lui et sa mère n'ont pas souhaité que la petite en parle. Fort heureusement, elle a été très intelligente, cette enfant, et elle l'a lâché à l'école. L'école a alerté la gendarmerie, mais qui est-il? C'est la question que je me pose. Il y a rien. Rien ne s'est passé, rien ne s'est fait, l'affaire a été étouffée. Mais il y a des preuves quand une enfant est violée En tout cas, c'était un viol... Enfin... Ah oui. C'était pas... Oui, j'ai compris. C'était... Ouais. Donc voilà. Et moi, au jour d'aujourd'hui, puisqu'un juif... avec ce qui se passe, tout ce qu'on peut entendre et tout ce qu'on peut voir... Après, c'est pas question que ce soit juif ou arabe ou n'importe qui, mais là, en l'occurrence, votre fille s'est radicalisée dans le sens où elle est anti-juif, anti-musulman, anti-africain. Au moment où elle est partie, moi j'ai eu une conversation avec les parents pour leur exprimer quand même que c'était pas des choses à faire, qu'on ne laissait pas ses enfants. Les parents du garçon. Oui, du garçon. Hein. J'ai eu une conversation assez costaud durant 3 heures chez eux. Je me suis retrouvée face à un homme qui avait honte des juifs chez lui devant sa femme et son fils. C'était pour moi, c'était plus qu'un scandale. C'était honteux, vraiment honteux. Et ils se sont engagés, alors que je ne leur demandais pas. Ils se sont engagés à cofinancer donc une chirurgie esthétique concernant ma fille. Du fait que ça s'est passé, elle le regrettait. Car c'était beaucoup trop. Elle a exprimé bien devant les parents que c'était un acte trop rapide et qu'elle en avait souffert physiquement. Voilà. C'est surtout psychologiquement. Et aussi physiquement, car le résultat a été de 3 jours d'hémorragie, chose qu'elle a écrit. Hein. Donc voilà. Donc moi, au moment où je saisis, au moment où j'ai donc pour la justice. Ouais. Au moment où je saisis donc la juge pour enfants, je fais un courrier le 10 mars qui est tamponné, que j'ai là avec moi. Je fais un courrier auprès de la juge Manuel en lui expliquant tout ce qu'il en est. Et en demandant à ce que ma fille me soit restituée et qu'auquel cas, et que de toute façon, je souhaitais une mesure éducative d'urgence, qu'elle me soit restituée ou pas. Donc je pars avec ce courrier à Isigny, à la gendarmerie d'Isigny-sur-Mer, qui dépend de la gendarmerie de Bayeux. Et on refuse catégoriquement de m'accompagner en me disant que si je me suis déplacée, c'était dans le cadre de créer de la violence. Alors je viens du côté de Toulon. Il y a entre Toulon et Bayeux, il y a quand même plus de 1200 kilomètres. J'ai fait appel à un de mes premiers chauffeurs du fait que je suis un capacitaire de transport et de marchandises et de personnes et commissionnaire de transport. Je fais appel à un de mes chauffeurs pour m'aider à faire cette route. D'autant plus que je suis malade et reconnue à la hache. J'arrive là-bas, on me dit que non, je suis venue dans le cadre de créer de la violence. Donc, je vais au domicile, je vais voir ma fille, il l'a empêché physiquement de me parler, il l'empêchait physiquement de me regarder, donc il se mettait devant elle. Il l'empêchait de... Ça, c'est le père. Le père. Donc, bien sûr, entre-temps, il avait déjà appelé les services de gendarmerie qui m'ont demandé d'évacuer la propriété privée, parce que dans sa cour, c'est une propriété privée. Ouais. Et que je n'ai qu'à aller porter plainte. Quand je leur dis que j'ai un courrier que j'ai déposé auprès, ils n'en ont rien à faire. On va revenir justement, Souad, sur cette histoire. On va passer la publicité. C'est vrai qu'on a beaucoup à digérer là. Hein, tout pendant longtemps là. En tout cas, s'il y a des auditeurs qui veulent témoigner pour cette maman, qui veulent l'encourager pour qu'elle puisse récupérer sa fille, évidemment. Qui ont vécu un peu cette situation et qui auraient, on va dire, des renseignements ou des tuyaux pour l'aider. Voilà, exactement. Parce que là, c'est vrai que c'est quand même assez... Ouais, c'est très dur. Très dur, hein. Vous pouvez nous appeler, hein, donc si vous voulez témoigner évidemment en direct, il y a plein d'auditeurs du Sud qui nous écoutent à Marseille justement, qui pourront réagir.
0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour aider cette maman, évidemment, qui nous raconte un récit complètement dramatique, hein, on peut le dire, Inda. Bah, bien sûr, par et rapport à surtout sa aussi fille. pour ses autres aussi, sa fille et les autres, C'est-à-dire qu'elle vit- les autres filles. Elle vit, c'est-à-dire qu'on laisse passer, la justice laisse passer, ça veut dire quelqu'un qui est très dangereux. Surtout en fait. qu'on est dans un pays de droit, donc voilà. et de l'enfance, donc on se pose des questions On de se comment peut-on laisser, parce que au moment où ça s'est passé, ce sont des mineurs, Ouais, tout donc à on fait. protège les mineurs Ouais, déjà, normalement, ouais. donc on se pose des questions. On essaie Vraiment, de se donc poser des questions. on compte sur tous les auditeurs pour des encouragements, pour des doigts pour la dame, pour l'aider, pour lui donner des solutions, pour intervenir si vous avez des cas similaires. 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. On compte sur vous pour témoigner. On envoie la pub et on revient très vite avec vous. Vous pouvez aussi nous appeler au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. À tout de suite. Je crois. Alors on va prendre Dominique dans un instant, mais je crois qu'il y a des auditeurs là qui sont au téléphone au 0892 23 99 50. Tenez, on va dire bonjour. Allô, allô. Oui, bonjour. Oui, Bonjour, salam alaikum. Ouais, alaikum salam. Quel est votre prénom, madame? Rachida. Rachida. Soyez la bienvenue, Rachida. Et merci de nous avoir appelé au standard au 0892 23 99 50. Rachida, vous avez entendu l'histoire justement de cette maman? Pardon? Vous avez entendu l'histoire de cette maman, justement, Souad, qui se bat pour sa fille? Non, non. Alors attendez, bougez pas, Rachida. Oui, d'accord. Donc Oui, c'est téléphoner vrai. par rapport à un événement. Oui, exact. Alors bougez pas, Rachida. On va vous prendre dans une seconde. On vous reprend tout de suite. Hein. D'accord. Alors on avait aussi le premier témoignage de cette dame, Madame Hinda. Dominique. Oui, c'est Dominique. Allô? Allô? Oui, bonjour Dominique, on vous écoute. Donc Dominique, vous connaissez très bien Souad, hein, c'est ça? Oui, vous connaissez oui, son c'est ça, histoire, oui. vous pouvez justement nous témoigner un petit peu de votre ressenti face à cette histoire? Bah écoutez, moi je la connais depuis qu'elle est toute petite, hein, elle devait avoir 7 ans à l'époque. Bon, après ça a été une jeune fille comme les autres jeunes filles. Ensuite, elle a eu une première fille, une seconde fille. Moi on s'est fréquenté, on s'est vu, on continue à se voir. Elle a toujours bien élevé ses filles, elles ont toujours eu tout ce qu'il leur fallait. Elles ne manquaient de rien, elles étaient très bien élevées, elles travaillaient très bien à l'école, elles avaient beaucoup d'activités, et puis voilà quoi. Et donc après, vous avez connu donc la fille de Madame Vous avez connu le père justement de la fille de Souad? Bah, connu brièvement, je l'ai vu une fois et je l'ai eu une ou deux fois au téléphone, c'est tout. Et comment ça s'est passé? Bon, plutôt mal. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un monsieur qui était un but de lui-même et puis qui n'était pas du tout ouvert à aucune discussion, quoi. Qui est fermé. Ah oui, complètement, oui. Et selon vous, la fille de Souad est en danger avec son père? Sans danger, je pourrais pas vous dire, je ne connais pas assez, mais c'est sûr qu'elle n'est pas à la place où elle devrait être. D'accord. Et sinon, vous avez un message à passer à Souad qui est avec nous là sur Paris. Elle est montée spécialement pour faire une émission, hein, pour ce cri d'alerte, parce que pour son amour, c'est une maman qui aime sa fille et qui veut récupérer sa fille. Oui, je lui souhaite du courage, hein, elle le sait, de toute façon, on en parle de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué pour les mamans. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, merci pour votre témoignage, Dominique. Hein. De rien. Merci. À bientôt. Et je rappelle évidemment que si vous voulez vous aussi encourager cette auditrice, lui porter tout votre soutien, lui donner quelques solutions, eh bien on vous attend au standard 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On vous attend, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. On va écouter aussi, je crois que c'était Rachida, parce que justement c'est aussi une maman qui se bat pour sa fille. C'est un autre combat. Allô?
Oui. Oui, bonjour. Donc c'est, on vous écoute. C'est une autre maman que j'ai rencontrée à Orléans hier et qui m'a aussi énormément touchée par son histoire, et j'ai vu sa fille. Pareil. Donc vous pouvez brièvement nous parler, Rachida, de votre fille. Moi, j'appelle par rapport à une association. J'avais téléphoné concernant un événement par rapport à des enfants qui venaient en France. Donc, oui. on avait proposé- Il y a tellement de gens qui m'appellent pour. J'imagine. Ouh là là, oui, vous c'est pour les. Mon Dieu. Vous c'est pour les enfants. Bonjour. Oh là 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 là. Je vois des mamans qui avec des enfants handicapés et tout. On a tellement envie d'aider tout le monde. Oui, vous c'est les enfants qui viennent d'Algérie et qui sont orphelins. Voilà, je présente tout ça. Je peux me permettre de parler, Linda? Oui, 2 minutes parce que comme il y a énormément de. D'accord. Il y a énormément de monde. Voilà, très rapidement. Je m'appelle Rachida, donc je suis bénévole pour l'association ASEM Grand Est, avec dont le représentant est Monsieur Brahim Ben Sadoun, pour lesquels aussi on fait beaucoup de choses, l'envoi de médicaments, matériel médical, etc. Mais là, j'appelais pour une toute autre association parce que moi je suis un peu polyvalente. Ouais. Et là, il y a une toute autre association qui culturelle qui s'appelle Culture Vivante, et qui fait venir justement des enfants orphelins et malades, on va dire aussi, très gravement. Donc ils vont venir passer un séjour de 10 jours ici en Moselle, à Metz. D'accord. Côté de Metz, ils seront hébergés sur Améville. Et donc, pour lesquels ils sont pris en charge, ils auront pas mal d'activités, ils seront reçus aussi par la mairie de Metz, la mairie d'Amnéville, etc., qu'on remercie aussi. Mais le but, en fait, c'était aussi, il y aura aussi une soirée gala, bien sûr, pour le samedi 20. Le but, surtout, c'était ils arrivent à l'aéroport le mardi 16. D'accord. Alors, dites oui. Le but, c'est surtout donc les personnes qui voudraient, par exemple, rencontrer ces orphelins ou offrir des petits cadeaux aussi à ces orphelins pour leur apporter un soutien. À Metz, c'est ça. Comment ils peuvent faire? Parce que je suis désolée, c'est vrai que ça va très vite parce mais je vous en prie, Linda. Alors, le mardi 16, le moment du RAS, à la mairie de Florange. D'accord. Ils seront là. Alors, mardi 16, au moment de la prière, c'est-à-dire pour ceux qui, c'est vers... on va dire vers 17h30 à peu près, on va dire en gros 17h30. D'accord, donc vous pouvez rappeler le lieu, s'il vous plaît? La mairie de... La mairie à la mosquée de Florange. Ah, Florange. La mosquée de Florange. Mosquée de Florange, voilà. D'accord. C'est à côté d'une grande ville qui s'appelle Thionville. Oui, je vois. Donc, éventuellement, tous les auditeurs qui peuvent nous entendre, qui sont dans les environs, s'ils veulent aussi, ils peuvent aussi les accueillir aussi quand ils arrivent le 16 à 13h30 à l'aéroport de Metz. D'accord. Voilà. Donc et puis ça. Donc le mieux c'est déjà donc ceux qui habitent à Metz ou qui veulent visiter ces orphelins qui viennent d'Algérie. Voilà, le mieux c'est de leur donner directement rendez-vous mardi 16 mai vers les 16h30 17h30 à la mosquée de Florange qui est à côté de Thionville, comme ça pour s'ils veulent leur apporter des cadeaux ou alors discuter avec ces orphelins et leur apporter un petit peu de bonheur. Voilà, tout à fait. Merci en tout cas, merci beaucoup. Je suis désolée, ça va tellement vite que... Et puis, je remercie toutes les associations qui participent et puis je remercie aussi vous-même, votre radio, qui est un grand soutien pour pas mal de personnes et surtout les gens en difficulté. Ouais, c'est sûr, il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'on veut aider tout le monde, mais bon, on essaye à notre niveau. Merci beaucoup en tout cas. Merci encore. Au revoir, Inda. Au revoir. C'est vrai, Souad, il y a tellement de personnes en souffrance de part et d'autre, que ce soit des... On n'est pas unique. Ma chère Inda, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 des témoignages, évidemment d'auditeurs qui sont là, qui veulent témoigner, évidemment pour Souad, par rapport à sa fille qu'elle a perdue, qu'elle est... pas qu'elle a perdue, c'est qu'elle vit chez chez son père, qui vit son père qui est quelqu'un de très dangereux.
eux. Et enfin voilà. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur narcissique d'une perversité vraiment à faire froid dans le dos. Voilà. Et donc il y a plein de témoignages. Comment se sortir de ça? Comment aider sa fille pour et qu'elle surtout puisse au niveau de la justice. Et au niveau de la justice. Au niveau de la justice, parce que là, il y a vraiment, il y a un gros problème. Il faut essayer de trouver des solutions juridiques pour justement la protection de appliquer la loi. Voilà, pour appliquer la loi et non pas l'administrer. Bien. Voilà, Alors, exactement. on va prendre des appels 0892 23 99 50. On a la belle-sœur de Souad qui est avec nous. Oui. Elle s'appelle Florence. Bonjour. Allô? Oui, bonjour Florence. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je peux parler, oui, voilà. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne. J'ai été mariée pendant très longtemps, pendant 20 ans, avec le frère de Souad. Donc, je connais bien Souad, depuis qu'elle est toute petite. D'accord. Et donc, j'ai toujours gardé après de bonnes relations avec elle. Vous m'entendez? Oui, donc, on vous entend. Vous êtes à l'antenne, là. Oui, voilà. D'accord. Et donc je connais bien Souad, et donc j'ai bien connu sa fille Célia. Enfin bon, elle habite à Marseille, mais bon, on était souvent en contact par téléphone. Et donc j'ai pu voir que Souad, donc depuis la naissance de la petite, depuis la naissance de Célia, et puis après, s'est toujours bien occupé de sa fille, était très soucieuse. Comme donc moi je suis dans l'enseignement, bon bah souvent elle me donnait des nouvelles, elle me racontait les bonnes notes qu'elle avait, Célia ainsi que sa petite sœur, me racontait les activités que Célia faisait. Donc elle a fait des championnats d'échecs, elle faisait de l'équitation, donc elle s'occupait très bien de sa fille quand elle l'avait sur Marseille. D'accord. Donc c'était une jeune fille épanouie avant l'épisode des 17 ans. Oui, voilà, je l'ai rencontrée, donc elles étaient montées sur Grenoble quelques mois avant que ça arrive, avant qu'elle parte. Et puis donc elle avait l'air d'aller bien, quoi. Elle était épanouie, enfin elle parlait comme une jeune ado de 17 ans, quoi. Elle avait l'air, elle était avec sa maman, elle était contente de venir sur Grenoble voir sa famille. Et puis voilà, on a parlé de son collège, de son lycée, de ses activités extrascolaires. Elle était bien. Et est-ce que vous avez parlé justement avec Célia après qu'elle ait on va dire basculé un peu parce que non, je n'ai plus eu contact avec elle ensuite. D'accord, elle a coupé contact avec tout le monde, c'est ça? Oui. Ok, bah merci en tout cas. Oui. Merci pour votre voilà, oui. je souhaite bon courage à Souad. Florence, je crois que Souad vous parle. Qu'est-ce que tu penses du père de Célia? Pardon? Qu'est-ce que tu peux dire et qu'est-ce que tu penses du père de Célia? Alors bon, je l'ai un peu connue donc quand Célia était toute petite, quand elle était un peu avant sa naissance, et puis ensuite quand elle était toute petite, et puis ensuite à peu près dans les années 2002. Donc c'est une personne donc qui a eu donc plusieurs histoires avec plusieurs femmes différentes. D'accord. C'est une personne, donc moi je vais faire très attention à ce que je dis parce que je sais que c'est une personne qui pourrait facilement et on peut pas porter de diagnostic comme ça, voilà. Mais ça pourrait, au conditionnel, faire penser à une personne. Il suffit de regarder les clips qui passent sur Facebook, sur les pervers narcissiques où on voit l'histoire d'un couple. Je sais pas si vous voyez là. Une femme qui se fait maltraiter, mais psychologiquement, hein, je parle pas physiquement. Oui, psychologiquement. Voilà. Hein, donc c'est dans ce cas, c'est très difficile à définir et à établir la preuve parce que ce sont des personnes qui peuvent, si c'était le cas entre guillemets de ce monsieur, voilà, faire bonne figure auprès des tribunaux, auprès de la police, et beaucoup de gens, des psychologues, des juges, des assistantes sociales tombent très facilement dans le panneau. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Florence. Merci beaucoup. Merci. Merci. Rien. Florence. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Bon courage. Voilà, vous pouvez continuer à témoigner évidemment. 0892 23 99 50 pour aider cette jeune fille, cette maman en tout cas, pour la soutenir afin qu'elle puisse un jour, je l'espère en tout cas, récupérer sa petite fille. 0892 23 99 50. On a Ginébé au téléphone, qui est la meilleure amie de Souad, de Célia, pardon. Alors bonjour Ginébé. Bonjour. On vous écoute, hein, vous êtes à l'antenne là. Oui. Vous vouliez témoigner aussi, donc vous connaissiez bien Célia. Oui, Célia, sa maman, sa famille. On vous écoute.
Alors en fait, moi pour Célia, personnellement, je la connais très bien. C'est ma meilleure amie. Tous les étés, j'étais chez elle. Je dormais chez elle. Et quand elle montait sur Grenoble, c'était pareil. Elle passait à la maison. Elle connaissait ma famille, etc. Et c'est vraiment du jour au lendemain, c'est plus rien. J'ai ni message, ni appel. J'envoie des messages sur Facebook parce que Facebook, elle répond pas. Elle les voit, mais elle répond pas. Elle poste des choses, mais voilà quoi. J'ai vraiment aucune nouvelle, j'ai vraiment rien. Et voilà, en sachant que je sais que c'est une fille bien et tout ça, mais et voilà. Et qu'est-ce qu'elle poste justement dans ses commentaires ce sont des choses de ce que depuis le début en fait, je savais qu'elle avait un copain. Et en fait, depuis, elle poste tout le temps des trucs sur l'amour, sur les pages de l'amour, des trucs en couple, la vie de couple, des trucs comme ça. Et du coup, elle poste que des choses comme ça, Mais sinon, non, aucun message, aucun appel, rien. Et Souad, donc vous nous avez parlé donc de radicalisation. Dans quel sens vous parlez de ce terme-là? Dans quel sens? Le mot radicalisation vient du verbe radicaliser, qui à son origine latine vient du mot radius, donc arraché de sa racine. Je veux dire que ma fille est radicalisée. Pourquoi? Parce que on l'a arrachée de sa famille, de ses amis. Sa petite sœur, ça fait plus d'1 an qu'elle n'a pas entendu le son de sa voix. Sa petite sœur, elle a bientôt 10 ans et c'est pas normal. Je dis radicalisée aussi, pourquoi? Parce qu'aux yeux de certaines administrations, on dit, elle ne s'appelle plus Célia, mais Cécilia, ce qui n'est pas normal. Je parle de radicalisation parce que elle est devenue anti-arabe, anti-noir, anti-islam. Quand les parents de ce garçon n'ont pas respecté leur engagement vis-à-vis de Célia, qui était de cofinancer et donc d'accompagner, que ce garçon accompagne ma fille vers cette démarche, et qui ne l'ont pas fait, elle s'est sentie trahie. Par conséquent, il en a résulté que elle a commandité, donc elle a donné des noms, des prénoms, commandité des agressions, il y a eu des menaces de mort. J'ai été jusqu'à une synagogue pour avertir quand même les choses, mais je me suis retrouvée avec le psy quand même sur le dos. C'est pas grave, si ça peut servir, si ça peut protéger une personne, j'en passe par là. Mais le problème, il est que rien n'a été fait. Rien n'a été entendu. Je dis radicalisée parce que ma fille, je ne suis plus sa mère. Elle m'a fait des menaces de mort ouvertes. Elle m'a dit, je vais te buter, je vais te brûler. C'est pas des mots qu'on dit à une maman. On ne peut pas se renier soi-même. Se renier soi-même veut dire qu'on ne s'aime plus. Elle est vraiment dans le cadre de la radicalisation. D'autant plus que quand j'ai retrouvé ces coupures de presse. Excusez-moi. Djenébé ? Oui. Qu'est-ce que quand vous entendez ces mots-là de votre amie, de votre meilleure amie, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que vous avez l'impression de ne pas la reconnaître. C'est ça, bah oui. Je la reconnais pas. C'est pas mon amie, c'est pas elle que j'ai connue, je sais pas, je la reconnais pas. Et selon vous, vous avez pas une idée de pourquoi elle a changé comme ça radicalement? Pourquoi elle a changé? Non. Ouais. Après, par rapport à son père, je pense bien, parce que même de moi-même, je le connais même pas. Elle n'a jamais en parlé avec moi, j'ai jamais osé poser de questions, mais vraiment, donc voilà. D'accord. Et si vous avez, on va dire, 2 mots à lui dire à votre meilleure amie, ce serait lesquels? Ça serait qu'elle me fasse un signe, qu'elle me dise qu'elle va bien, et que tout se passe bien, et qu'elle se reprenne en main, et que voilà. Vous souffrez de cette séparation. Ouais. En tout cas, on souhaite que justement votre amie, votre meilleure amie Célia écoute cette émission. Et puis que voilà, qu'elle sera touchée et qu'elle puisse revenir à ce qu'elle était avant. J'espère aussi. Courage, hein. Allez, courage, Djenébé. Allez, courage. Merci beaucoup pour votre témoignage. À bientôt, Djenébé. Merci de votre appel. À bientôt. On va marquer la pause. Ouais, c'est touchant tout ça, c'est éprouvant, émouvant, c'est un tout, quoi, voilà. Tout à fait. Ouais. Et s'il y a des auditeurs qui veulent témoigner encore, il y a pas de souci, on vous accueille au standard, évidemment. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour, même qui veulent témoigner en anonyme, on est preneur, il y a pas de souci, vous pouvez
pouvez témoigner en direct. S'il y a des Marseillais aussi qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu, qui ont entendu parler, qui voilà, bref, vous n'hésitez pas en tout cas. 0892 23 99 50. Et comment aider cette maman, comment l'encourager, lui donner plein de témoignages, lui donner du courage, peut-être quelqu'un qui pourrait l'aider, des associations, enfin des gens qui pourraient l'aider à se battre à ses côtés, pour lui donner ne serait-ce qu'un petit coup de main. Voilà, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. عم بتعلق فيك شوي شوي وعم حس بحني ولا مرة حسيت بعمري اللي عشته أنا اللي إنك حاسس فيي وشايف شو بيحكوا عني لما بتمرق حد France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée, Madame Aoufi Souad, qui est une maman qui souffre énormément et qui voudrait récupérer sa fille. C'est vrai qu'on a eu énormément de témoignages de personnes qui connaissent Célia. Là, on a eu le témoignage de personnes qui ont dit que Célia était une jeune fille épanouie, intelligente, qui travaillait bien, championnat justement d'échecs à l'âge de 9 ans, ouais. Donc voilà, et là on se dit basculer d'un coup justement vers ce côté où elle est en un côté obscur, en conflit contre sa propre maman. Elle nous avait parlé de menaces de mort. Oui, elle m'a adressé des menaces de mort. Très ouvertes, mais bien sûr, chaque fois qu'on lui téléphone, elle est sous haut-parleur. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas parler librement. Son père est à côté. Elle doit dire ce qu'il lui dit de dire. Ça a toujours été comme ça, depuis qu'elle est partie. Et pour moi, elle est vraiment sous la coupe d'un manipulateur et c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Sa grande sœur a tenté de lui parler. Comme elle a dit, elle est devenue pire que son père. Et c'est vrai. On peut pas je ne nierai pas l'évidence. Elle est devenue aussi dangereuse que son père. Je tends à dire dangereuse et je reviens à ce que vous me demandiez tout à l'heure. Pourquoi parler de radicalisation? Pourquoi parler de ci et de là? Eh bien, tout simplement parce que quand les parents de ce garçon n'ont pas respecté, qu'elle s'est sentie trahie, ça a fini avec des menaces de mort écrites sur Internet. Des noms, des adresses sont données. C'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. On ne se venge pas. D'une relation, on ne se venge pas. Il y a la justice pour faire ce genre de choses, auquel cas, mais on ne se venge pas, on ne donne pas de nom, on ne donne pas d'adresse, et on ne va pas vers ce genre, on ne tend pas à ce genre de situation. C'est pas possible. Parce que là, c'est faire justice soi-même, et on ne se fait pas justice soi-même. Et Souad, on a un témoignage de Fatima, je crois. Allô, oui, allô. Bonjour Fatima. Oui, bonjour Souad. Bonjour. On vous écoute, voilà. Fatima. Vouliez-vous aussi témoigner justement sur Célia? Oui. Moi, je connais Souad, ça fait à peu près 14 ans. Mon fils a été scolarisé avec Célia jusqu'au collège. D'accord. Donc, Célia, voilà, en fait, Florence a tout dit tout à l'heure. Célia était une enfant très, très épanouie avec sa maman. Souad était elle était... comment ça s'appelle? Elle s'occupait des élèves des écoles et tout. De toute façon, Célia a été scolarisée dans des écoles privées, donc catholiques, sur Marseille. Célia était une enfant, moi, chaque fois que je la voyais avec sa mère, c'était une enfant épanouie, une enfant heureuse. Je me rappelle d'une fois, Célia était chez son père et est revenue, était très triste. Elle a même dit à sa mère, je ne veux plus retourner chez lui. Voilà. Moi, je suis bien avec toi ici. Je comprends pas pourquoi tu m'envoies chez lui. Bon, elle a grandi. Maintenant, elle a fait son choix. Mais je comprends pas ce qui arrive à Souad et qu'est-ce qui arrive à Célia surtout. Ouais, voilà, je suis très attristée pour Souad. Et voilà, Souad ne mérite pas ça et je comprends pas Célia. Je sais pas si Célia nous écoute aujourd'hui. Célia, reviens Célia. Ta mère, elle a besoin de toi. Malgré toutes ces souffrances, elle a besoin de sa fille. Parce qu'aujourd'hui, elle est là pour témoigner, mais elle en souffre énormément.
Mais en tout cas, Souad, c'est une très, 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 très bonne mère. Très, très bonne mère. N'a pas à lui reprocher tout ça. Ben, justement, Souad, je te souhaite. C'est ce que je me demande, qu'est-ce qu'on me reproche en dehors de dérives culturelles? Mais on n'a rien à te reprocher, la Souad. dérive Moi, je comprends culturelle, pas pourquoi tu en es arrivé là. Je comprends pas pourquoi t'en es arrivé là. Parce que c'était celle qui réussissait le mieux. Tu te battais pour avoir la pension alimentaire. Tout le temps, il te faisait galérer. Tout le temps. Que ce soit pension alimentaire, que ce soit pour l'école. Ta fille, tu l'as scolarisée. Tu imagines, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, elle a été en privé. Et tout ce que tu as fait déjà à côté, je comprends pas, moi. Je comprends pas. S'en prendre à Souad, une mère, franchement pour moi c'est une mère mais exceptionnelle pour ses enfants, que ce soit pour Célia et pour la petite sœur. Donc voilà, je comprends pas ce qui se passe. Et franchement Souad, je suis tout cœur avec toi. Merci beaucoup. Et franchement tu mérites pas d'être dans cette situation. Tu ne mérites pas. Merci Fatima. On lui souhaite vraiment qu'elle puisse trouver une issue, en tout cas, et merci de votre témoignage, madame, en tout cas. Moi aussi je lui souhaite, je t'embrasse très très fort, Souad, et bon merci courage. Fatima. Bon courage à vous, madame, et en tout cas, merci d'avoir rappelé. Hein. Oh là là, elle nous a tous fait pleurer là. Hein. Ouais, bah oui. Oh là là. C'est vrai que c'est difficile et c'est pour ça que j'ai voulu que Souad vienne pour donner son témoignage, pour aussi alerter tous les parents. Moi j'en appelle, j'en appelle au ministère, au ministre de l'Éducation, et j'en appelle au ministre de la Justice, parce que on ne peut pas, on ne peut pas mettre en garde à vue une mère qui réclame son enfant. Un parent ayant droit ne peut pas être mis en garde à vue. Un parent ayant droit, on ne peut pas lui enlever son enfant. Et si aujourd'hui en France, on administre les lois et qu'on n'applique pas les lois et qu'on culbute des décisions de justice afin de donner des satisfactions qui sont vraiment, mais alors, des plus honteuses et des plus déplorables, où va cette France? Où va-t-elle? Est-ce que vous avez tenté de lui écrire justement à la ministre de la Justice? Non, parce que déjà je ne suis même pas entendue par une juge pour enfants, vous vous rendez compte? Il faut il faut essayer de taper plus haut. Voilà, si je devais vous lire un courrier que j'ai fait à à ces équipes éducatives de la PJJ de Toulon, très franchement, le plus important, Souad, parce que c'est vrai que là il nous reste 2-3 minutes. Le plus important, c'est si votre fille vous écoute, parlez-lui. Tu es en danger chez ton père. Ton père se sert de toi. Il a vu en toi une source financière. Ce garçon, il est là-haut, à plus de 2200 km de chez ses parents. C'est une situation des plus incongrues, des plus inacceptables. Célia, ce garçon est en danger. Il te décrit lui-même. Lui-même, il dit que tu es une manipulatrice, narcissique, perverse. Célia, ton père a dit que en psychologie, on appelait cela un transfert. Tu es vraiment en danger. Tes résultats scolaires, ils sont des plus déplorables. Tu ne peux pas être assise de moyenne générale. En première S, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ma fille, rentre à la maison. Tu ne veux pas rentrer à la maison, on trouvera des solutions. Il y a des internats, il y a des institutions, il y a tout ce que tu veux. Il y a surtout besoin d'un Mais il faut absolument que tu sortes de chez lui. Le dernier juif en titre qui était chez lui, en date, qui était chez lui, il a été arnaqué, escroqué, et au jour d'aujourd'hui, il est toujours porteur de parts sociales dont il ne souhaite pas et pour lesquelles les impôts n'ont de cesse de le harceler. Célia, tu es en danger, je te le répète. Sors de chez lui. C'est tout ce que je peux te dire. Je t'aime toujours, ta famille t'aime, tes cousins, ta sœur, tout le monde. Sors de chez lui. Merci beaucoup, Souad. Et on espère, en tout cas, tenter quand même d'écrire au ministre de la Justice. Oui. Je pense que ça vaut le coup quand même qu'il puisse savoir. Même s'il vous... il faut... On va dire, essayer de taper haut, essayer de taper dans les meilleurs endroits qu'on puisse, les meilleurs retenter. On vous a fermé la porte une fois, essayez de la retaper encore une autre fois. Et Inch'Allah que ça sera possible de pouvoir réagir et que enfin ce problème soit résolu au plus vite et que vous ayez surtout la possibilité de récupérer votre fille très rapidement. C'est important. Soit d'un dernier mot. Oui.
Célia, ton papa réclame, je ne sais pas pourquoi il réclame ton passeport algérien. Je n'ai aucunement confiance en lui. Sache que d'après la loi algérienne, tu es toujours mineur. Il ne faut absolument pas que tu écoutes ce qu'il te dit. Célia, après la haine de l'arabe, après la haine du juif, il est capable de te faire n'importe quoi. Surtout, Célia, même si tu le vois que les gendarmes lui donnent raison, l'acquiescent, dis-toi une chose, c'est qu'ils ne te veulent pas le bien, tous autant réunis qu'ils sont. Ils ne te veulent pas le bien. Et moi, j'en appelle vraiment, au jour d'aujourd'hui, au ministre de la Justice, qui fasse respecter les lois de cette République. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, être dans une... Tu es en pleine violation des droits de l'enfant. On viole les droits de l'humain. On est en plein manquement des valeurs républicaines. Et enfin, la corruption au sein des institutions de l'État, elles sont plus que flagrantes. Messieurs de la gendarmerie de Bayeux, c'est Madame Aoufi qui vous parle. Eh ben, honte à vous. Si vous représentez au jour d'aujourd'hui la police française, honte à vous. Permettez-moi de vous le dire, honte à vous. Voilà. Et tâchez surtout, avant de me téléphoner pour me menacer de plainte et de procédure, tâchez surtout de vous renseigner sur les lois. Renseignez-vous. Elle est mineure aujourd'hui aux yeux de la loi algérienne. Voilà, merci. En tout cas. Merci beaucoup. Merci, terrible témoignage en tout cas, vraiment. Et on vous souhaite le meilleur. On vous souhaite de récupérer votre fille au plus vite et on espère. Alors je sais pas. On pourrait peut-être, vous avez pas un mail pour qu'on puisse vous écrire, pour qu'on puisse voilà, ou un autre un téléphone où vous aurez une puce voilà qui soit pas votre numéro de personnel pour que les gens puissent peut-être l'aider, vous aider, téléphoner, vous aider. Oui, je vais vous laisser à vous une adresse mail parce qu'elle est assez longue. Ah oui. C'est direction.l de Laura, M de Martin, .transporteur au singulier, gmail.com. Alors redites-le, on va la redire doucement. Ouais. Et tous les auditeurs qui souhaitent intervenir, la soutenir, lui envoyer des mails à cette auditrice, n'hésitez pas. Et puis voilà, peut-être pour lui donner des avocats qui nous écoutent, qui pourraient l'aider, des gens. J'ai un très bon avocat, très franchement, j'ai un très très bon avocat. Bon. Pour pas le nommer, c'était l'avocat de Omar Haddad, le fameux jardinier marocain. Donc je vous répète quand même mon adresse mail. Doucement, si vous voulez. Donc c'est direction au singulier. Point L de Laura, M de Martin, .transporteur au singulier, @gmail.com. Bah, je suis sûr que vous allez avoir plein de mails de soutien. Bah, on le souhaite. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir permis cette prise de parole. Merci à vous. Merci beaucoup, merci Inde. Et bon courage. Merci. Bon Inda, courage. on va conclure cette émission évidemment et on va te laisser le mot. Ouais, voilà. Bon, bah moi en tout cas, voilà, les deux invités ont apporté chacun des messages très forts. L'un, ce sont des messages d'union, de rassemblement. Il est venu parler donc de l'Afrique, que l'Afrique soit rassemblée du nord au sud. Qu'il y ait de la fraternité entre chaque être humain, qu'on arrête donc tous ces problèmes de racisme. Et là, message très fort d'une maman qui aime sa fille et qui veut la récupérer, qui a peur pour sa fille. Et donc voilà, c'est aussi un message pour la mettre en sécurité. C'est un message pour tous les parents aussi. Voilà, vos enfants sont l'avenir de demain, préservez-les. Ça, c'est vraiment très important. Donc, moi, j'en profite pour remercier nos invités, Emmanuel Desfourneaux, Souad Aoufi, sans oublier Medjahed à la technique. Merci beaucoup. On t'oublie pas. Et surtout, nos fidèles auditeurs. Et à chère Hinda aussi, évidemment, qui était là. Évidemment, le mot de la fin avant de se quitter, Hinda. Et le mot de la fin, c'est Allah Yahdina. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région.